Mesdames, Messieurs, bonsoir. Très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition de l'info. Tout de suite, les titres en images. Comment réintégrer le marché du travail lorsqu'on touche le RSA? Exemple avec le chantier d'insertion de l'association Pain contre la faim. Les recettes de la cuisine de Monica.com font un carton sur Internet. Derrière ce site, une grand-mère sartoise et son petit-fils. Idole, c'est le titre de l'exposition du Centre archéologique d'Allonnes qui associe objets d'antan et œuvres d'art d'aujourd'hui. Mon invité, Daniel Van Meyel, pour évoquer la journée mondiale du don du sang qui aura lieu samedi prochain. Cela fait tout juste un an que le revenu de solidarité active a remplacé le RMI. En Sarthe, 13 000 personnes touchent le RSA, dont l'objectif, on le rappelle, est de permettre un meilleur retour à l'emploi, ce qui n'est pas chose facile en cette période de crise. Alors certains en passent par des chantiers d'insertion. C'est le cas notamment au sein de l'association Pain contre la faim. Un reportage de Marine Wolf. Sur ce chantier d'insertion, 17 personnes. 13 d'entre elles sont bénéficiaires du revenu de solidarité active en complément de leur salaire. Une aide non négligeable pour joindre les deux bouts de son budget. On est quand même aujourd'hui dans une situation où malheureusement, retrouver un travail à plein temps, c'est pas évident pour personne, je dirais. Donc le RSA actif, c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Ça permet quand même aux gens d'être encore plus motivés, de moins se poser de questions au niveau du budget. L'association de recyclage du pain rassis propose des petits contrats, 20 heures par semaine. Un premier pas pour le retour vers l'emploi, mais du coup une faible rémunération pour ces personnes en situation précaire. En l'occurrence, elle gagne donc 603 € net par mois, ce qui n'est pas énorme, mais bon, voilà, c'est comme ça. Mais ce complément RSA va se rajouter à ces 603 € net par mois. Donc pour elle, évidemment, ça leur permet aussi de pouvoir venir au travail, parce que certaines n'avaient même pas les moyens de pouvoir se déplacer. En difficulté financière en début d'année, Pain contre la faim vient d'obtenir une aide supplémentaire de 10 000 € par le Conseil général. En effet, ces résultats satisfont. Sur 30 personnes aidées en 2009, un tiers de ces bénéficiaires du RSA auraient retrouvé un emploi à leur sortie du chantier. La Sarthe compte à la fin mars 2010 près de 13 000 bénéficiaires du RSA, des bénéficiaires au profil très hétéroclite. On peut à la fois aussi avoir des jeunes surdiplômés de plus de 25 ans qui ont du mal à trouver un travail. On peut avoir des gens qui ont eu un accident de la vie, un divorce, une liquidation judiciaire, qui sont des gens qui peuvent être employés du jour au lendemain. Le RSA a été mis en place il y a tout juste un an, mais la lourdeur des démarches administratives a tout de même engendré la fermeture occasionnelle de la caisse primaire d'assurance maladie en février dernier. Autre bémol, les chiffres du retour vers un emploi stable. À Pain contre la faim, 20% des emplois retrouvés à la sortie du chantier sont des emplois précaires, intérim ou contrats à durée déterminée de moins de 6 mois. Économie en bref, maintenant l'entreprise Durecoline, un fabricant de machines à laver industrielles pour le secteur automobile, pourrait supprimer au moins 50 postes sur ses deux usines de Loué. Cette filiale d'un groupe allemand avait déjà réalisé un premier plan social de 28 personnes. L'an dernier, elle emploie actuellement 240 salariés. Et puis Venturi qui débute cette semaine la production de berlingots à moteur électrique dans son usine de Sablé vient d'annoncer le rachat de la marque Vauxhall, une marque française de moto implantée en Auvergne et en faillite depuis le mois dernier. Venturi se donne 3 ans pour développer des motos électriques qui seront à terme produites à Sablé. Pour terminer cette page économique, notez la parution d'un supplément spécial sur Le Mans de ce magazine, le journal L'Entreprise. Le mensuel réalise un palmarès des meilleures entreprises du département au chapitre de la rentabilité. C'est une société métallurgique Multilac qui arrive en tête. Elle est basée à Brulon. L'entreprise, 3,50 € dans tous les kiosques. Vous êtes des milliers à connaître ces recettes de cuisine sur Internet. Les recettes de Monica connaissent un réel succès, classées parmi les 10 meilleurs blogs culinaires de France. L'aventure se passe en fait à Saint-Saturnin, dans la cuisine de Monica, une grand-mère adorable de 82 ans. Elle est filmée par son petit-fils et aujourd'hui, ils ont enregistré leur 85e recette. Dégustation avec Mickaël Texier. Je les mets sur le papier pour avoir plus de facilité à sortir. Filet de cabillaud à la sauce aux asperges et noix de Saint-Jacques,
Dans sa cuisine, à Saint-Saturnin, Monica livre ses secrets devant la caméra attentive de David, son petit-fils. Est-ce que tu as mis quelque chose au four? Le geste est précis. Sur son site web, les internautes ne voient que ses mains marquées par la sagesse des années, par pudeur et par souci pédagogique. Vous leur parlez, vous voyez, là je vous parle. Ils me regardent parler, ils ne regardent pas ce que je fais. C'est pour ça que je ne voulais pas. Je mettais toujours pas de visage, vous voyez. Internet, Monica, 82 ans, s'y est mise il y a 3 ans. Avec son premier ordinateur, elle, qui peut jouer en ligne jusqu'à 3 heures du matin, avait une idée en tête, créer un blog. C'est son petit-fils qui l'a convaincu de filmer et diffuser des recettes de cuisine. Le succès fut surprenant. On ne s'attendait évidemment pas à autant de connexions, puisque ça, c'est vrai qu'un million, enfin, il y en a très peu qui arrivent à 1 million de connexions. J'aurais jamais pensé, enfin, qu'il y ait des visiteurs de Chine, de Russie, de tant de pays, quoi. Des fans comme une communauté, une famille même, en témoignent les centaines de messages des internautes. Leurs encouragements lors d'un gros problème de santé en début d'année lui ont été un grand réconfort. Je n'avais plus le cœur à ça, vous voyez, vraiment. J'étais fatigué. Et mon petit-fils me disait, mamie, on te demande. Alors je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Eh bien, je vais vous dire. Quand je suis là, vous voyez, je suis bien. Dès que tout ça finit, je n'aurai plus de force. Mais je m'en fous. La force que j'ai, je la mets tout là-dedans. Et c'est un plaisir énorme. Et vous la puisez où, cette force? Les gentillesses, de voir comment les gens réagissent à ma cuisine et comment ils l'apprécient, c'est surtout ça. Monica a eu plusieurs vies d'origine italienne. Elle fut fabricante de jouets pour enfants à Paris. Agent immobilier frappé par la crise aujourd'hui. Cuisinière virtuelle pour le plaisir des papilles et des projets plein la tête. Elle envisage de sortir ses recettes sur DVD. Ouais, Michael s'est, paraît-il, régalé. Justice maintenant avec les derniers échos du multison qui ont retenti hier à la cité judiciaire. 5 personnes interpellées à Allonne dans la nuit de samedi à dimanche devaient en effet être jugées pour détention d'un stock assez important de stupéfiants. Vous voyez la saisie en images. Problème, ils ont été déférés à l'issue de leur garde à vue devant le procureur de la République, mais sans leur avocat. Ce dernier a donc demandé et obtenu l'annulation de leur procès pour vice de procédure. Mais dehors, les gendarmes les attendaient, mais ne pouvaient les interpeller de suite car ils attendaient le document, le mandat d'amener nécessaire pour cela. Un document qu'ils ont obtenu quelques minutes plus tard. S'engage alors une course-poursuite. Un des 5 hommes est rattrapé. Un second s'est présenté de lui-même cette nuit à la gendarmerie. Les 3 autres sont toujours recherchés. Grosse fin de journée hier soir aussi pour les pompiers du Mans. Un appartement a en effet été soufflé par une explosion due au gaz au 3e étage d'un immeuble rue de la Mission. 2 personnes ont été légèrement blessées. 2 heures plus tard, ils ont dû évacuer 2 jeunes sœurs de 16 et 11 ans prises dans l'incendie d'un logement au Sablon. Le démontage de l'autopont de l'avenue Genesley aura lieu cet été de la mi-juillet à la mi-août. Cet ouvrage, réalisé en 1974 à titre provisoire, est interdit à la circulation depuis l'été dernier car il donnait des signes de faiblesse. Le carrefour sera réaménagé dans un second temps. C'est l'heure d'accueillir mon invité, Daniel Van Meyel. Bonsoir. Vous êtes le président départemental de l'association pour le don du sang bénévole. Samedi, vous serez présent sur la place de la République au Mans à l'occasion de la journée mondiale du don du sang, une manière de promouvoir cet acte citoyen. Peut-être peut-on rappeler tout d'abord à quoi servent ces dons du sang? Les dons qui sont effectués par nos concitoyens servent à soigner les malades. On peut dire que dans une année, 500 000 malades sont soignés directement par transfusion. 500 000 autres le sont également par les médicaments issus de la transformation des poches de sang récoltées. Alors quel type de malades soigne-t-on? Les hémophiles, j'imagine? Les hémophiles sont soignés grâce aux médicaments issus, comme je viens de le dire, de la transformation du plasma. Les accidentés de la route, les femmes enceintes qui ont des problèmes lors de l'accouchement, lors des opérations orthopédiques, souvent aussi les opérations du foie, les transplantations d'organes aussi sont des opérations qui demandent beaucoup de transfusion de sang. Et il faut souvent beaucoup de sang
pour peu de malades finalement. Il faut beaucoup de sang. Je peux citer quelques chiffres que l'on a appris il y a quelque temps. Il faut savoir qu'il faut 28 000 litres de plasma pour obtenir la quantité de médicaments nécessaires à soigner 100 malades pendant 1 an. Voilà, d'où la nécessité, on l'a bien compris, de ces dons du sang. Et en la matière, la Sarthe est plutôt en queue de peloton des départements français si l'on prend le ratio don du sang par habitant. Est-ce que vous avez une explication à cela ? Effectivement, la Sarthe, historiquement, se situe en queue de peloton, 3,4 dons par 100 000 habitants en Sarthe, alors que dans les Pays de la Loire, on est à 4,70. 5,45 en Loire-Atlantique. Donc la marge, le potentiel existe beaucoup. Les raisons sont historiques, je n'y reviendrai pas puisque ça ne nous appartient pas. Notre rôle à nous, c'est de développer et on s'y attache fortement. Développer aussi par le tissu associatif qui, évidemment, est important pour promouvoir ce don du sang. Alors pour ceux qui ne connaissent pas comment se passe une prise de sang, vous pouvez peut-être nous expliquer quelles sont les conditions à remplir concrètement ? La condition essentielle est d'être en bonne santé, bien entendu. Et si vous êtes disposé à faire ce premier pas, et il faut vous en remercier, n'hésitez pas, il faut ne pas être à jeun. Surtout, oublier cet a priori qui existait depuis longtemps. Il faut avoir bien mangé, sauf des gras. Vous vous présentez donc avec une pièce d'identité, ça aussi c'est très important, de telle façon à ce que vous ayez un dossier qui soit clairement établi. Un dossier administratif sera créé par une secrétaire. Vous passerez ensuite une visite médicale, confidentielle bien entendu, et le médecin, au fil des questions qu'il vous posera, déterminera si vous êtes éligible ou non à ce don qui sera effectué. Vous serez pris en charge ensuite par une infirmière qui effectuera ce prélèvement, et la quantité qui sera prélevée aura été déterminée par le médecin au préalable, bien entendu. Et le don ayant été effectué, vous aurez la joie et le bonheur d'assister et de pouvoir bénéficier d'une collation. Alors le prélèvement, c'est la piqûre, c'est peut-être aussi ce qui peut effrayer un peu certaines personnes, j'imagine, non ? C'est un des premiers arguments qui nous est présenté lorsque l'on évoque le don de sang à celui qui n'a jamais donné. Mais moi j'ai tendance à dire que si vous avez peur de la piqûre pour donner, il faut bien savoir que le jour où vous aurez besoin d'une transfusion, on vous piquera, on vous demandera pas votre avis et la piqûre ne fera pas mal. Oui, j'imagine. Alors on l'a vu là sur les images, il y a ces poches de sang. La durée de vie d'une poche, elle est relativement courte, hein, c'est ça ? Tout à fait. La poche de sang, le sang total en lui-même a une durée de vie de 42 jours. Oui. Ce qu'il faut savoir, c'est que le plasma, lui, a une durée de vie beaucoup plus longue puisqu'on peut le congeler. Par contre, les plaquettes, si vous êtes amené à donner des plaquettes, leur durée de vie est très courte, elle n'est que de 5 jours. Alors samedi, donc, vous serez sur la place de la République, vous ferez plusieurs actions de promotion. Ce sera l'occasion de venir vous voir, de discuter un petit peu davantage sur le don du sang. Si jamais vous souhaitez également, au-delà, si vous n'êtes pas là, par exemple, place de la République au Mans samedi prochain, il y a également un contact, un numéro de téléphone, le 02 43 39 94 94, ou un site internet sur lequel qui est dondusang.net, sur lequel on peut trouver tous les lieux de collecte et tous les renseignements et tout ce que l'on vient d'évoquer, vous le retrouverez sur ce site, bien entendu. Monsieur Van Meyel, merci beaucoup. Une exposition étonnante pour terminer, étonnante car elle mélange les genres. En l'occurrence, l'archéologie avec les œuvres contemporaines de Roger Blaquière. Idole, vestiges rêvés, vestiges révélés, c'est le nom de cette exposition qui se tient au Céram à Allonne jusqu'au 19 septembre. Découverte avec Mickaël Texier. L'exposition suit le parcours des fidèles dans un temple jusqu'aux offrandes à la divinité. Le cheminement est ponctué par les éléments des fouilles du temple de Mars-Mulot d'Allonne, colonnes, pilastres, statues, stèles, inscriptions, des éléments fournis par l'archéologie, mais la science a ses propres limites. L'archéologie a beaucoup de mal à restituer ce qui fait vraiment l'essence d'un lieu religieux. Ils vont nous manquer les odeurs, parfois les couleurs, le bruit, enfin beaucoup de choses, ce qui fait la vie d'une manière générale. Et c'est là qu'interviennent les œuvres de Roger Blaquière. Elles stimulent l'imagination des visiteurs, évoquent les offrandes à la divinité, une procession ou une représentation des idoles, une proximité entre art et archéologie jusqu'à la confusion. On a essayé de mélanger dans certains endroits de l'exposition à la fois des œuvres de Roger Blaquière et puis des objets qu'on a trouvés nous. Et comme il y a une vraie proximité culturelle de toute manière entre les deux, parfois ça peut tromper le visiteur. Donc c'est assez sympa, on peut considérer ça comme une sorte de jeu. Pour l'exposition, il a fallu choisir dans le foisonnement des œuvres de l'artiste. Il faut dire que l'Antiquité est un thème prégnant chez lui depuis 40 ans.
Au début, c'était son regard de plasticien, intéressé uniquement par les formes. Le carré, le triangle, le rectangle, tout ça formant des ensembles qui s'additionnaient et qui trouvaient une sorte de justification avec la muraille gallo-romaine qui à l'époque était remise en valeur. J'ai rêvé un peu de type de muraille, de grands palais comme ça, et par accumulation de choses simples qui sont comme des briques ou des plaques de marbre. L'exposition, comme un chassé-croisé entre imaginaire et réalité, art et archéologie, pour offrir un autre regard et mieux comprendre une époque. Voilà, cette édition est maintenant terminée. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite, la météo. Romuald Besson devrait nous dire qu'il fera très très chaud demain. Passez d'excellents moments sur notre antenne. Au revoir.